tous. Merci de nous rester fidèles et de suivre votre magazine kiosque sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa ainsi que sur notre chaîne YouTube www.cctv Ralik officiel. À l'affiche ce matin, Pascal Oondje est face à Serge Nteka. Avec eux, nous allons analyser l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Tout d'abord, le président soudanais Salva Kiir est à Kinshasa. Il est arrivé hier dimanche. Le président en exercice de la CEAC s'est rendu tête à tête avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi. Autre sujet d'actualité, ce sont les chefs d'État de la SADC qui dénoncent et désapprouvent les manœuvres du Rwanda contre la SAMI RDC. Le Rwanda qui avait entrepris de démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADC. Peut-on dire que l'État se resserre contre Paul Kagame? L'analyse et commentaire, c'est avec nos invités. À l'hémicycle du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, nous parlerons de la signature de la fiche individuelle d'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire. Ça a débuté depuis le 22, ça se clôture aujourd'hui 25 mars 2024. Que pensent nos invités de cette démarche de Christophe Mbosoko d'Apoanga? L'analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Nous parlerons également de l'identification de la population, l'Office national d'identification de la population ONIP. Qu'en est-il de l'identification de la population? C'est la dernière identification, c'était à l'époque de Mobutu. Où en sommes-nous avec l'identification de la population? C'est aussi la grande question ce matin. Merci de nous suivre encore une fois. C'est Nteka. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Pascal, bonjour à l'équipe. Je salue très amicalement tous les fidèles téléspectateurs de cette émission culte qui a en tout cas participé à la marche de ce pays depuis un bon bout de temps. Et nous sommes heureux d'être toujours là, malgré les embouteillages, malgré tout. Merci d'être toujours là. Mais même si je pouvais placer un mot, j'avais quand même un coup de gueule à lancer ce matin parce que nous parlons de l'état des droits et ce n'est pas normal dans un état qui se veut de droit qu'il y ait toujours de problèmes fonciers, mais de manière déjà vers GB, on a eu le problème de cet immeuble qui s'effondrait et dont le propriétaire jusqu'à la dernière minute restait énigmatique, mais un immeuble en plein milieu du centre-ville construit sans papier, sans autorisation, et les autorités des tutelles semblent se réveiller de leur sommeil dogmatique pour constater avec la population qu'il y avait un immeuble indu, voilà, construit de manière indue. À la 12e rue, la DGRK, la régie des recettes de Kinshasa, voit son terrain spolié par un officier supérieur, un général dont on citera les noms très prochainement. 12e rue en allant vers la résidence de Felombo Makiadi. Et le monsieur s'amène avec des sujets étrangers pour commencer les travaux. Mais c'est-à-dire un terrain qui appartient à une structure d'intérêt, je dirais, communautaire. Donc c'est quand même, je dirais, c'est quand même grave que des choses comme ça continuent. Là, il s'agit d'une personne morale. Mais qu'en sera-t-il quand il s'agira de personnes physiques telles que des Pascal, telles que des Madame Gisèle et tous les restes? Donc, il y a toujours les désordres qui gagnent, qui continuent à venir à mettre dans ce secteur du foncier et de l'urbanisme. On aimerait vraiment pour ce gouvernement qui arrive, qu'il y ait des gens à la hauteur de la tâche. Pas la camaraderie et tout le reste. Depuis toujours, nous et des amis de la nature et du jardin, je salue M. Mangalib ici, nous avons dénoncé l'occupation de la baie d'Engaliema. Aujourd'hui, toutes les catastrophes que nous avons vécues, c'est notamment grâce à cette occupation illégale, et brutale et sauvage, on est en train d'agresser l'environnement. Qui sont derrière ces affaires-là? Moi, je ne sais pas. Je suis journaliste, mais je me dis, si on continue les travaux là-bas, c'est que ces gens devaient avoir des protections vraiment solides pour continuer à agresser la nature, même avec les conséquences que nous avons vécues. Les gens continuent à construire
sur la baie d'Ingaliema, le long du fleuve. Et je ne parlerai pas des catastrophes causées par la société Safricas à Kinsuka, ou qui aujourd'hui est à la base aussi des inondations. Donc nous en appelons à l'autorité, au moment où les gens vont se partager des postes des partis politiques, proposez-nous des gens compétents. Je sais que dans chaque parti politique, au-delà de la Minowamboka, au-delà de la coterie tribale, religieuse ou autre, il y a des gens compétents. Proposez des gens qui vont servir la République, pas les intérêts privés. Merci Sernteka pour cette dénonciation. Pascal Oonje, bonjour à vous également. Bonjour Gisèle, bonjour à Serge Nseka. Je crois qu'on a fait un mois, on ne s'est pas vu. Bonjour également à nos différents téléspectateurs. Je jette mon regard au début de l'émission à l'indifférence qu'on a affichée aux sinistrés. Parce que pas très longtemps, nous avions eu les inondations à travers la ville. Je ne sais pas citer tous les quartiers, mais proches ici de la ville, la commune de Barumbu. Et quand vous regardez les parcelles qui ont été envahies par l'eau, délaissées à ce stade, dans des conditions, en tout cas exposées à plusieurs infections, et je me dis, mais pourquoi nous devons nous comporter de cette manière? Autant ici, à Barumbu, j'imagine à Kingaboa, j'imagine vers Kintuka, mais je crois que l'autorité compétente aurait dû déjà comprendre que ce sont des cas urgents qu'il faut trouver solution pour la protection de la santé de sa population. Mais on aurait l'impression comme si il y a une certaine indifférence, parce que ne fût-ce que pour évacuer, sinon assainir l'environnement, mais on constate que ce travail n'est pas fait, ce qui n'est pas bon pour la population, et surtout, qui est exposée à plusieurs maladies. Et surtout que la météo a encore annoncé de fortes pluies. Heureusement qu'on a eu de fortes chaleurs, qui a fait que de cette chaleur, l'environnement semble être un peu sèche. Mais je crois qu'il faut vraiment y penser et croire à l'assainissement de cet environnement pour la protection de la population, de mon point de vue. Madame, avec votre autorisation, je voulais surenchérir par rapport au propos de Pascal. Et il va se poser dans cette ville un sérieux problème de santé publique. Je ne vais pas être prophète des malheurs. L'eau qui a envahi les espaces ici est restée pendant très longtemps en se mélangeant avec le reste des fosses septiques et tout le reste. Il devait y avoir un travail d'assainissement à longue échelle, organisé par le gouvernement de la République. Il y a le ministère de la Santé. Gouverner, c'est prévoir. On attend quoi? Qu'on développe des foyers de maladies où les enfants, les femmes, les hommes seront malades et demander à l'UNICEF et faire le mendiant, pour le dire brutalement, faire les mendiants, alors qu'on a la possibilité aujourd'hui d'envoyer des services d'assainissement pour désinfecter. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on a? À tous les niveaux, apparemment, les gens ont cessé de fonctionner, de faire leur job, et que tout le monde a les regards tournés vers le gouvernement. Mais entre-temps, les gens doivent vivre, les enfants doivent vivre. S'il y a des pandémies qui se déclarent dans la ville de Kinshasa, qui sera sauvé? On a géré le corona avec l'argent des autres, qui d'ailleurs a causé des problèmes. Jusqu'à présent, les gens, certaines personnes ne sont pas payées, l'argent des autres. Mais si une épidémie s'est déclarée dans une mégalopole comme Kinshasa, où est-ce qu'on va trouver des ressources financières, techniques et humaines pour le gérer? Quelle irresponsabilité? Quelle irresponsabilité? Voilà, merci Sernteka. Alors nous commençons par l'identification de la population. Pascal Oonje, beaucoup de gens se posent des questions. Où en sommes-nous? J'ai vu à un moment, c'était annoncé qu'on a réceptionné de matériel pour l'identification. Où sommes-nous avec cette opération d'identification de la population? L'identification de la population. Je pense que, il faut le dire, vous-même vous aviez souligné qu'il y a longtemps qu'on avait recensé la population congolaise. Et Pascal, j'estime que ça a été une stratégie en même temps de nous infiltrer, parce que là, on ne sait pas identifier ou comprendre qui est congolais, qui ne l'est pas. Et nous sommes restés pendant longtemps comme ça. Autant qu'on parle aujourd'hui, lorsqu'on revient sur la peine de mort, la suspension du moratoire, les gens font un problème,
Et voilà, il y a eu des actes qu'on avait posés à son temps pour nous mettre dans un état, non-état pratiquement. Mais finalement, avec le chef de l'État, comprend qu'il faut rapidement que nous soyons à mesure de nous identifier. Ce qui est très bon. Et ça a commencé avec Joseph Kabila qui a créé l'ONIP. Aujourd'hui, c'est avec le président Félix Tshisekedi qui met en pratique, en tout cas, cette question importante de la nation. Il a été au départ conçu que l'ONIP, qui est l'Office national d'identification de la population, ensemble avec la Commission électorale nationale indépendante, mutualise les efforts pour qu'ils travaillent en commun accord. Les mêmes machines utilisées par la CENI seraient maintenant utilisées par l'ONIP. Le même fichier de la CENI servirait à l'ONIP de pouvoir identifier très facilement la population. C'est comme ça que vous avez vu, lorsque nous prenions notre enrôlement, on nous disait « Gardez bien votre carte, vous allez revenir ici pour obtenir votre carte d'identité. » C'était ça. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que cela n'a pas été fait. Peut-être à raison parce que lorsqu'on voit la qualité de la carte nous produite par la CENI, et si cela était aussi pour l'identité, ça poserait un problème. J'ai fait des analyses sur cette question, je me suis rendu compte que la CENI, les machines de la CENI n'étaient pas de bonne qualité. Au moment où nous parlons, pratiquement toutes sont tombées en panne. Donc, c'était des machines à usage pratiquement unique. Heureusement. Alors maintenant, l'ONIP lance l'appel d'offres. Il fallait que les partenaires, les sociétés qui ont l'expertise sur la question à pouvoir nous produire les cartes d'identité, viennent maintenant aider la République démocratique du Congo. Le total a fait au moins 72 partenaires. Sur les 72 partenaires, 2 se sont pratiquement distingués. Mais une a gagné le marché de fait de son expertise et de sa capacité d'avoir prouvé son expérience dans des agglomérations si peuplées comme la République démocratique du Congo, au Nigeria et en Inde également. Et voilà pourquoi Afritech Idemia va gagner son marché. Ah, c'est lui qui a gagné les marchés. Il a gagné son marché. Ouais. Le débat aujourd'hui est engagé. Les gens parlent des milliards. Même moi, j'ai eu cette information. Nous avions engagé le débat, 1 milliard, ainsi de suite. Mais après investigation, le montant, c'est 697 millions de dollars américains. Et sur les 667 millions de dollars américains, c'est réparti. Il y a 88 millions quelque chose pour les infrastructures, sièges, ainsi de suite, beaucoup d'autres aspects là-dedans. Il y a 442 sur le matériel d'identification et de délivrance des cartes. Il y a 113 pour les opérations d'enrôlement et services professionnels et 66 pour la logistique et le transport intérieur de la République démocratique du Congo. Et le total alors fait 697 millions de dollars américains. Pour toutes les opérations. Pour toutes les opérations. Okay. Mais maintenant, la question revient. Est-ce que l'État a correctement appuyé, en tout cas, Afritech Idemia, pour que l'ONIP fasse correctement le travail? La coopération, la collaboration est à féliciter. Mais ce qu'il faut reconnaître, même lorsqu'on parle de fameux détournements en question, après investigation de Pascal, je me suis rendu compte que l'État jusqu'ici n'a déboursé que 20 millions de dollars américains sur le total. Sur les 680. Sur les 600. L'État n'a déboursé que 20 millions de dollars américains. Les 85% qui représentent en principe le montant de 593 millions de dollars américains, c'est la société Afritech Idemia qui, comme qui dirait, fait le prêt à l'État avec l'achat des machines et l'achat de différents matériels, des installations et ainsi de suite. Et donc, à ce jour, nous devons le dire, bientôt, on va lancer cette opération qui a déjà été lancée parce que vous allez vous en souvenir, le chef de l'État Issaka. Oui. Oui, le chef de l'État avait je me souviens, les gens disaient même ce qui reste maintenant, n'est-ce pas, c'est le lancement général pour toute la population. Mais moi, je conseille, pour qu'on commence par exemple, on commence par les journalistes qui sont plus identifiables. Bon, je prêche d'abord par mon chapelle.
qu'on commence par les journalistes, on est très identifiés, qu'on ait, en tout cas, cette carte d'identité comme on a fait avec le chef de l'État, et les journalistes sauront faire le travail d'appui, de sensibilisation, parce qu'ils auront le matériel, ils vont authentifier effectivement la qualité du matériel, et cette fois-là, ils vont appuyer l'ONIP avec son partenaire Afritech pour que le travail, en tout cas, se fasse à travers le pays. Donc ici, il faut le dire, les dates également ont été données parce qu'il y a tout un calendrier qui a été élaboré. L'année 2024, 2025, on aura pratiquement identifié tous les concours. Ah, donc ça commence déjà. Ça Oui, va bientôt commencer. Les installations de matériel à travers les centres, sinon les sites, cette opération a commencé à Kinshasa et va s'élargir également dans les différentes provinces. Et la deuxième étape viendra, celle d'identifier directement la population. Mais lorsque vous parlez du partenaire Afritech qui démia, mais il fait l'objet des critiques, hein? Tout le monde parle de ce partenaire en mal. C'est dû à quoi? Parce que comme vous expliquez là que ça va commencer, qu'ils ont perçu l'argent, ils ont même mis leur argent, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que les gens disent. Tout est parti d'abord de la lecture du temps. Les gens, lorsqu'ils ont vu le chef de l'État avoir sa carte, mais pourquoi depuis que le chef a eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est que le partenaire n'est pas fidèle, donc il n'est pas rassurant. Et alors que le travail se faisait, il a fallu qu'on donne le go avec le chef et le reste va s'en suivre. Mais également, il faut comprendre ici, je vous parlais question d'argent, il fallait réfléchir en même temps. Et vous imaginez un montant de 600 millions, quelque chose jusqu'ici déboursé par l'État, que le montant de 20 millions. Et donc, vous comprenez qu'il y a un écart. Donc, il a fallu également que la société réfléchisse comment compléter le gap tout en attendant que l'État soit prêt pour que l'opération ne puisse pas échouer. Et c'est parti, voyez-vous. Et donc, ici, je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'autres partenaires qui se sont pointeux. Parce que je vous ai parlé des deux. Il y a l'allemand, là, il y a la société allemande Veridos. C'était Veridos et Afritech. Mais le pays a choisi Afritech parce que l'offre d'Afritech était un peu moins, parce que 697 millions. Mais Veridos, c'est 729 millions. Vous voyez, le gap au moins de 100 millions. C'est énorme. Voyez-vous? Mais ajouter à cela l'expérience d'Afritech à travers les grands pays du monde. En Afrique, nous avons le Nigeria, et en Asie, nous avons l'Inde, je pense même les États-Unis, parce que son service travaille aussi à des installations aux États-Unis, et voilà pourquoi on a fait le choix sur Afritech. Donc le contrat est clair, toutes les opérations sont claires dans le contrat ici. Il est difficile qu'on parle du contrat léonais, non. Il y a beaucoup, par exemple, il faut la construction il faut déployer plutôt des centres de données nationales tiers 3 du fichier général, il faut autant de centres, donc il y a des obligations, n'est-ce pas, en même temps des devoirs du partenaire Afritech pour l'accomplissement de la mission. Et voilà, c'est cela l'esprit du contrat. Il est difficile aujourd'hui de parler contrat léonais parce que tout est clair. Voilà, espérons que ça ne sera pas comme d'autres partenaires. Après, il y aura l'IGF, après, il y aura des détournements. Mais je vous informe en même temps, au moment où nous parlons, l'IGF est à l'ONIP en train d'enquêter. En amont. La mission est là parce que déjà, on a parlé de détournement. Nous autres, tout cela, nous avons évoqué cette question de détournement. C'est comme ça que je me suis engagé pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Je suis allé auprès des autorités de l'ONIP et qui m'ont présenté tous ces éléments qu'il fallait maintenant mettre à la place publique pour que la population comprenne que le partenaire Afritech, c'est un partenaire fiable qui appuie la République démocratique du Congo, le GAP dont je vous ai parlé ici en termes de millions, et un partenaire qui a une expérience dans le domaine, surtout dans des agglomérations plus élargies, comme le Nigeria, l'Inde et la République démocratique du Congo aujourd'hui. Merci Pascal. Alors, Sanseka, avec tout ce qu'on dit aujourd'hui, infiltration, moratoire, les débats sont sur la table. Hein. Les recensements est l'une des solutions pour mettre fin à tout cela. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'importance de la démarche. Et ça va faire plus
30 ans aujourd'hui, il y a presque 30 ans, que nous n'avons pas de carte d'identité. Je dirais depuis la démocratisation, parce que les dernières cartes que nous avons eues ici, c'était les cartes du Impair. Et depuis, on n'en a jamais eu. Alors, un pays qui a plusieurs défis, notamment en ce qui concerne la problématique des nationalités aujourd'hui, Tchani et Ntsingi Pouloulou ont renchéri avec la notion de père et de mère. Mais sur quoi nous allons établir cela? Si je suis congolais des souches, mais qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas descendant des Popos, parce qu'il y a eu des Togolais ici, des West qui ont des générations d'enfants, aujourd'hui ils se sont mélangés à la population. Donc c'est un instrument important pour la République, autant qu'on a mis de l'argent pour organiser des élections. Je pense qu'il serait de bonne loi qu'on mette tout le moyen. Les 700 millions là, moi je pense qu'on peut aller même au milliard. Parce qu'on doit faire un travail de manière pérenne, installer les centres de l'ONIP dans toutes les provinces de manière à ce que les populations, un peu fort de l'expérience des élections, ne fassent pas des kilomètres pour aller dormir en cours de route à Kinshasa. Ça peut passer. On peut râler, nous avons des moyens pour nous adresser à la population, mais si vous êtes à l'arrière-pays, ce n'est pas donné. C'est-à-dire mettre le moyen. Quand les gens entendent 697 millions, ils pensent que c'est énorme. Mais si vous connaissez un peu le Congo, comme Thomas Louaka, que je salue en passant, vous comprendrez que c'est presque rien à l'échelle des moyens. Un pays qui n'est pas connecté, un pays qui est électrifié à moins de 10%, où la pénétration numérique est quasi nulle, même si nous avons Internet à Kinshasa. Je parle du Congo de manière générale. Donc, c'est autant de difficultés pour les gens qui seront sur le terrain, dans l'arrière-pays, pour avoir la connexion Internet, pour avoir la lumière, et surtout les cartes d'électeurs que nous avons critiquées ici. On devait faire une opération combinée, donc c'est supposé, si on avait mis CENI, ONIP ensemble, on aurait des cartes d'identité à la carte d'électeur. Alors, personne n'en voudrait de cette affaire-là, parce que là, il y va quand même de la respectabilité du pays. L'IGF est sur le terrain à l'ONIP pour contrôler, c'est très bien. Nous saluons le travail que Jules Alinguet est en train de faire à la tête de cette structure, mais quand l'État ne débourse que 20 millions sur la totalité du montant qui devait... Mais ça ne fait pas sérieux, ça démontre qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement à doter les Congolais de cartes. Bien que Pascal est en train de plaider pour les journalistes, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait parce que Pascal Moulegua, que j'ai salué encore, m'a montré sa carte. Il y a une brochette des journalistes qui a reçu un peu ces cartes-là après, à la suite des chefs de l'État. Ouais. Oui, mais j'aimerais qu'on aille plus loin, que le ministre Mouyaya puisse plaider encore pour les temps qui restent. Mais le gouvernement doit, au-delà des discours, donner des exemples de conversion, de bonne volonté, de vouloir redonner aux Congolais sa dignité quand même. Parce que là, nous avons des cartes, des permis de conduire expirés, nous avons des passeports, il n'y a pas à proprement parler des cartes qui identifient les Congolais. Mais par rapport à l'infiltration à l'Est, nous allons déterminer les Congolais par rapport à qui? Par rapport aux notes frontières, nous avons les mêmes problèmes partout. Vous allez à l'Équateur, vous allez à Ubangi là-bas, vous allez ici chez Nemwandase, Mipé à son âme. Donc la frontière, quelqu'un peut faire des champs, il commence à faire des champs à Louoz, il est entré à Brazzaville là-bas, donc la frontière est porée, surtout qu'elle est terrestre. Bon, c'est une manière caricaturale de parler, mais la vérité est là-dedans. Nous avons l'obligation de le faire. L'État doit faire jouer sa partition. Quand l'IGF va contrôler, je reviens à cela, il va contrôler l'argent de qui? Du partenaire ou les 20 millions de Congolais? À un certain moment, un peu de dignité, un peu de tenue, où on veut bien du contrôle, mais on contrôle l'argent de qui? Même si l'État va payer, on peut me rétorquer, l'État payera, bien sûr, mais l'État payera quand? Mais vous allez contrôler l'argent que les autres apportent alors que la part de l'État n'est pas conséquente. Et là, moi, j'aimerais qu'il y ait une autre structure qui puisse pousser l'État à honorer ses engagements. Ça ne fait pas sérieux. Parce que
Plus de 30 ans, nous attendons des cartes et on sort 20 millions. 20 millions. C'est peu par rapport à la somme. Près de 100 millions. Oui. Donc, si on déduit les enfants, donc 90 millions des cartes qu'on devait produire pour des supposés adultes, et bon, moi je dirais même 100 millions de cartes qu'on pouvait produire. Alors, on donne 20 millions. Alors là, on doit revenir aux cartes un peu à la manière des cartes d'électeurs. Et qui vont se passer après 2 semaines. La question que je me pose, c'est pour passer à un autre sujet. Ça va se passer comment? Vous venez, on vous demande votre province, votre tribu. Vous ne voyez pas que même les étrangers peuvent le faire. Ils viennent, vous êtes de quelle province? C'est trop facile. Mais comment on saura, parce que la question, ce débat, c'est autour de l'infiltration. Hein. Comment on saura vraiment que vous êtes un vrai Congolais? À ce moment, à ce niveau-là, la base des données, je pense, j'ai prié Dieu que ça existait. La base des données consolidée, centralisée de la CENI pourrait servir de base. Pour partir. Les risques zéro n'existent pas. Il pourrait toujours avoir une marge d'erreur. On peut se tromper, c'est l'une ou l'autre personne. Mais écoutez, nous avons aussi, nous Congo, eu des députés en Belgique, en Italie, un peu partout. Donc, on doit accepter aujourd'hui, dans ces villages planétaires, dans ces mondes mondialisés, hein, dans ces rendez-vous du donner et du recevoir. Moi, j'ai mon ami qui a marié une Autrichienne. Nous avons un enfant qui est à la fois congolais et autrichien. On ne peut pas le rejeter. Mais, de bonne foi, nous devons faire que la grande majorité de cette population soit identifiée, protégée et présentée comme telle. Sinon, on va dire une chose et en réalité on en fait une autre. Ça ne fait pas sérieux de la part du pays et surtout de nos autorités qui traînent les pas, même pour trouver des insecticides pour les inondations. Il n'y en a pas, et il y a plus forte raison trouver l'argent pour faire des cartes. Merci Sernteka. Alors, citoyens, ça va faire compliqué. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale. Pascal que je complète un mot parce que ce que Serge a dit, c'est très important. Et l'opération est permanente. Voyez-vous? Et je crois qu'il faut tenir compte de cet aspect. Nous allons identifier ceux qui sont aujourd'hui, d'autres vont naître demain, et c'est cela la permanence de l'opération. Et l'immensité de notre pays, nous devons tenir compte. Et Nseka vient d'ajouter autre élément par rapport à votre question, mais il faut diminuer le risque. On ne peut pas ne pas. Parce que rester dans cet état, avec ce que nous sommes, en termes d'infiltration, c'est un risque très permanent et dangereux. Mais à travers l'identification, on va minimiser ou diminuer maintenant le risque. C'est le risque à accepter. Donc il faut d'abord accepter. Au fil du temps, vous verrez que le risque qui était à 100% peut être réduit jusqu'à 50, 40. On ne sait pas si un jour on aura le risque zéro. Mais au moins, le départ, c'est ce qui est très important. Parce que ne pas le faire, c'est nous exposer davantage à cette question d'infiltration, comme nous le disons. Alors, il faut impliquer les chefs de rue, les chefs de quartier, exact, qui savent que ce monsieur, c'est un Congolais. Ce monsieur ne l'est pas, parce que dans le quartier, on se connaît. Le sérieux est exigé, en fait. Pour vraiment mettre fin à cette infiltration. Exact. Assemblée nationale, cette opération de signature des fiches individuelles d'appartenance de la majorité ou de l'opposition. Tout cas, se pose la question, ça sert à quoi? D'autant plus que les partis politiques sont déjà identifiés, on connaît déjà la majorité et puis le travail que fait l'informateur. Quelle analyse vous faites de cette signature? Je commence à être déçu déjà des gestes que cette législature est en train de poser. D'abord le règlement intérieur, c'était avec vous ici, je m'opposais d'abord sur le temps qu'on prenait pour sa rédaction, et alors qu'il s'agissait simplement des ajouts, des corrections, parce que le règlement existait. Chaque règlement qui est élaboré, n'est-ce pas, subit l'appréciation de la Cour constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. Donc le problème ne se poserait pas trop, on ne perdrait pas beaucoup de temps. Mais curieusement, nous perdons beaucoup de temps. Et on nous a appris, jusqu'ici, personnellement, je ne me suis pas encore imprégné, ou je n'ai pas encore lu, en tout cas ce règlement intérieur, on fait état des émoluments exagérés de députés nationaux. On parle de 30, 33 millions. Si c'est vrai, en tout cas, c'est injuste pratiquement lorsqu'il faut observer le salaire de l'autre Congolais ou d'autres Congolais. En tout cas, ça ne passe pas. Mais toujours des déceptions. Et maintenant, on est parti
La première opération a été de vous investir à l'Assemblée nationale par rapport à votre liste qui a fait que vous soyez élu. On vous a investi. Et deux, parce qu'il faut respecter la procédure pour aboutir à la nomination du Premier ministre par le président de la République, le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Et voilà, il va nommer l'informateur pour que celui-ci identifie la majorité. Et la première étape de sa mission a consisté effectivement d'identifier la majorité. Et il a fait, nous supposons qu'on connaît la majorité parlementaire, mais finalement, c'est le président du bureau d'âge qui, en fait, ses missions sont définies et sont connues. Ça sort de ses missions. Il a 3 missions. Et ce qu'il fait là, ce n'est pas de sa mission. C'est pas d'où il tire cette autorité. 1. Il a la mission de rédiger le règlement intérieur, d'investir les députés élus et d'organiser l'élection du bureau définitif. Le reste, c'est non établi, non aligné dans sa mission. Et donc, ce qu'il fait là, c'est en dehors de sa mission. Et je ne comprends pas. Ça, c'est un travail de trop sur ce qui est déjà fait, sur l'identification de la majorité. Mais alors, qu'à servirait le travail de l'informateur? Or, nous savons qu'il n'y a pas un indépendant. Dans le cadre des élections actuelles, aucun indépendant n'est élu. On est élu que sur la liste au regard du seuil qu'il faut dégager. Si on avait des indépendants, des indécis, à ce moment-là, on dirait, bon, peut-être qu'ils ne sont pas allés auprès de l'informateur, peut-être l'informateur ne consultait que les partis politiques et les regroupements politiques, les indécis peuvent maintenant s'identifier. Mais maintenant, on n'a pas de indécis, on n'a pas des indépendants. Cette opération sert à quoi? Et donc, moi je pense qu'ils doivent se focaliser sur ce qui est plus important. Cela, l'attente de la population. D'accord, je comprends parce que c'est un bureau provisoire, il va partir, nous attendons le bureau définitif qui va arriver. Mais je veux que lorsqu'ils vont commencer le travail normalement, qu'ils mettent en tête qu'ils ont un grand défi. Celui de relever ce qui est attendu par la population et répondre à ces attentes pour qu'il y ait une bonne attente entre le dirigeant et le dirigé. Certes, c'est qu'à signature de fiches individuelles. Est-ce que, quelle est la finalité ou qui est l'objectif de ces démarches? Parce qu'on connaît déjà, les partis politiques sont déjà identifiés, mais non les individus. On ne risque pas d'avoir des débauchages et que, comme il y a formation du gouvernement, les députés risquent de signer de l'autre côté alors que le parti politique appartient à une autre tendance. J'ai comme l'impression que les gens au niveau de l'Assemblée nationale étaient en train de tirer les choses en longueur pour des raisons que je ne saurais expliquer ici, qu'on puisse garder un certain statu quo pour tirer quels dividendes, je n'en sais rien. Et cela me conduit à me poser la question, si nous avons vraiment des hommes d'État au niveau de l'Assemblée nationale, regardez les pays. Regardez les défis. Je commence par les défis sécuritaires. On attend du gouvernement d'entrer en fonction pour répondre aux besoins parce qu'il y a des hommes, des Congolais qui payent de leur vie et les Congolais en uniforme et la population civile. Regardez la situation économique. Le comportement du franc congolais face aux devises étrangères. Regardez le grand défi à ce qui concerne la gestion des matières premières qui intéressent tout le monde et pour lesquelles nous sommes victimes aujourd'hui. Mais apparemment, j'ai comme l'impression que les gens ne se préoccupent que de leurs petits intérêts. Comment gagner plus? Nous avons gagné les élections, nous sommes députés. Qu'est-ce que nous devons faire pour gagner encore plus, rentrer dans le bureau, être président des commissions? C'est ce qui est en train de conduire les députés. Moi, ça me sidère, je me dis, est-ce que nous avons la notion de l'État? Nous avons le sens des responsabilités aujourd'hui, parce que je le trouve quand même incongru de constater que au niveau de l'Assemblée nationale, on est en train de faire comme si on avait tout le temps. Mais on entame déjà les 5 ans de Félix Tshisekedi. Dans 100 jours, le président va présenter quel bilan? On en est à combien de jours? Je ne sais pas, Nicofa ici continue toujours à compter. Mais dans les 100 jours à venir, le président devrait nous dire, dans les 100 jours, voilà ce que je fais. On risque de passer 100 jours sans gouvernement. Mais ce n'est pas sérieux, c'est gravissime. Entre-temps, sur le terrain,
La situation est catastrophique. Parce qu'on doit défendre les territoires. On doit faire face, on doit négocier avec des partenaires. Donc, je reviens à votre question, madame, pour dire que moi, je peur. Et je suis en train d'entrevoir la législature passée bis, où les gens seront là, justement pour eux. Pourquoi prendre autant de temps? Même si on devait identifier, avec le moyen que nous avons ici, les technologies modernes, nos téléphones, les ordinateurs. Mais ça peut se passer en un clic. Faudrait-il que ça se passe 2-3 mois pour identifier juste le député? Ce n'est pas une raison. Nous sommes à l'ère du numérique. Ne me dites pas qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de gens qui maîtrisent l'outil informatique. Il y a les Dédé Moupassa, il y a toutes les personnes, le grand tête des professeurs Nzoli et tout ce que vous voulez. Des gens qui peuvent organiser les choses, qui peuvent le faire bien. Pourquoi ça ne se fait pas? On est rentré dans certaines habitudes, vieilles habitudes, qui n'avancent pas les pays, qui fait en sorte que des individus soient beaucoup plus importants que le pays, qui est la structure. On est toujours dans la logique des hommes forts. Celui-là, on ne le touche pas. Celui-là, si vous osez, on va réagir à tel autre niveau. Ça doit cesser. On doit voir l'intérêt de la population. Aujourd'hui, les enseignants, aujourd'hui, la santé, les médecins, aujourd'hui, les militaires, aujourd'hui, les renseignements. Un pas important pour l'intégrité de notre pays, la sécurisation de notre pays. Donc, vous êtes contre ces démarches? Non, je dis que c'est long. En retard de... C'est nonchalant, cette démarche-là. C'est vraiment... incompréhensible. Pourquoi ils devraient prendre par rapport à leur calendrier que nous en sommes? Est-ce que le règlement d'ordre, comme Juan, je venais de dire tout à l'heure, il faudrait tout réécrire en chinois? Parce que certains qui ont été dans la législature passée, même avant, sont là. C'est une petite commission qui peut se mettre ensemble, faire le toilettage et puis remettre à niveau cet instrument qu'on peut remanier, même chemin faisant. On tire les choses en longueur inutilement. Inutilement, parce qu'il y a des intérêts, je présume, occultes et que certaines personnes pourront bénéficier. En termes de positionnement, en termes je sais pas, d'intérêt pécuniaire ou autre, politique, j'en sais rien. Mais exactement, ça nous donne le droit de nous poser des questions, de tirer la sonnette d'alarme, de dire à l'honorable Mbosso et à ses amis que voilà, on est fatigué, quoi. Et ça bouscule aussi pour les perchoirs. Hein. C'est légitime. C'est légitime. La gestion des ambitions peut condamner personne de vouloir être président, mais qu'il le fasse dans le temps imparti. Je me dis, dans les 100 jours, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi dira à nos autres journalistes? Parce que moi, je pense être là pour lui poser la question. 100 jours, c'est mars, c'est déjà avril. C'est bientôt. Monsieur le Président, pour les 100 jours, ma question, je la pose déjà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre action, Monsieur le Président? Sans gouvernement, sans assemblée. Mais ce n'est pas normal. Si j'ai posé cette question au Président de la République dans son 100e jour, il me répondra quoi? Et cette notion-là n'est pas dans la tête. Ne semble pas être dans la tête de nos politiciens, de nos élus. C'est-à-dire, on laisse Félix Tshisekedi dans ses problèmes et chacun qui s'occupe de ses intérêts. C'est grave, c'est criminel. À mon avis, c'est vraiment criminel. Gisèle, je pense qu'il faut bien qu'on réfléchisse sur cette question. Mais malheureusement, l'Assemblée, comme nous sommes en train de décrire maintenant, est dans une autre manière de danser. Et à chaque fois, lorsqu'on est élu, on croit bénéficier le temps de pouvoir gagner ce que les autres ont gagné hier. La question du temps qu'on perd à partir de l'investiture du chef de l'État jusqu'à la sortie du gouvernement, on perd beaucoup de temps. Ces procédures sont réglementaires, mais que nous aurions dû les adapter autrement. Ça, je viens de le dire. Pour le bureau définitif, bon, le bureau provisoire, le bureau d'âge, en principe, le petit temps, c'est juste pour les élections. Le règlement intérieur, l'investiture des députés, mais ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. 2-3 jours, vous pouvez tout terminer. Mais maintenant, regardez la manière dont on a fait nos lois. On fait les élections,
juste à la fin de la session ordinaire, au mois de décembre. Et pour qu'on attende l'ouverture de la session ordinaire en mars, janvier, février, début mars, c'est un vide. Ça aurait été normal que les élections soient organisées en février et en mars, nous avons le gouvernement, on n'allait pas sentir ce vide, ce temps perdant. Or, nous avons beaucoup d'urgences. La question de l'Est, c'est une urgence. Lorsqu'on n'a pas un gouvernement assis, parce que souvent c'est dans notre mental, lorsqu'on ne sait pas si on va rester ou on va partir, les actes qu'on pose, parfois c'est avec manque de sérieux. Voyez-vous? Et donc, il faut rapidement avoir un gouvernement pour faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un état qui, en principe, vous sentez que les secteurs ne fonctionnent pas. Pas longtemps on parlait ici de l'assainissement. Pourquoi? Parce que les ministres sont très indifférents. Regardez aujourd'hui l'état de la voirie dans la ville de Kinshasa. Délabré pratiquement, vous avez un véhicule, vous ne savez pas rouler. Mais est-ce que le ministre n'est pas là? Le ministre est là. Est-ce qu'il fait encore le travail? Non, il croise les bras parce qu'il est incertain de rester. Voyez-vous? Voilà pourquoi il faut réfléchir pour qu'on ne consomme pas beaucoup de temps comme ça. Le mandat, c'est de 5 ans. Mais aujourd'hui, lorsqu'il faut comptabiliser, on ne sait pas dire 5 ans. Il faut dire 4 ans et quelques mois. Parce que les 3 mois qui partent ici ont servi à quoi? Pour le mandat. Ça tarde partout, même du côté de l'informateur. Il dit qu'il est déjà à 90%. L'informateur... Même avec lui aussi, ça peut te faire même en quelques jours. Ça n'a rien à voir avec l'informateur. Parce que l'informateur peut terminer son travail, n'est-ce pas? Mais pourquoi il ne termine pas? Non, il peut tout terminer. Il peut terminer, mais... Tant que vous n'avez pas le bureau définitif de l'Assemblée nationale, vous n'aurez pas... ça bloque de l'autre Vous n'aurez pas le Premier ministre. Le président peut nommer le Premier ministre aujourd'hui. Tant que l'Assemblée nationale n'a pas organisé le bureau définitif, vous n'aurez pas le gouvernement. Donc il faut maintenant qu'on adapte nos lois par rapport au temps, qu'on revoie tout cela, parce que nous perdons beaucoup de temps. Merci Pascal. Alors, on place un mot par rapport à la SADC, s'il vous plaît, Serge. Je voulais juste un petit mot. Et voilà comment on est en train de se jouer avec nous. Il y a des pamphlets, des ballons d'essai, on nous propose des noms de premiers ministres. Comment on peut nommer des premiers ministres alors qu'il n'y a pas de bureau définitif à l'Assemblée? Parce que le premier ministre est censé sortir de la majorité parlementaire. On cite des noms de gens, je ne sais pas si ces personnes-là le financent eux-mêmes ou des malins qui prennent plaisir à jouer avec la conscience des Congolais lambda. Je dis qu'on doit arrêter cette affaire-là. La manipulation, on doit arrêter. Alors, à la SADC, on place juste un mot, quelques minutes. Les chefs de l'État, ils ont dénoncé et désapprouvé les manœuvres du Rwanda. Le Rwanda qui appelait à ne pas endosser la mission militaire de la SADC. C'est Serge qui a la parole. Hein. La mission militaire de la SADC, on peut dire quoi? Les taux se resserrent contre Kagame ou comment? Oui, en théorie, sur papier. Mais en fait, sur terrain, les taux se resserrent sur qui? Sur le Congo, sur la RDC. Non, il faut faire la part des choses. Tout ce qui s'est dit dans des meetings là depuis une vingtaine d'années, nous on est fatigués. Ce qui s'est dit là, ce qui se constate là, que le Rwanda qui refuse, mais nous on le sait déjà que le Rwanda n'est pas coopératif, le gouvernement rwandais bien sûr. Le Rwanda en veut au Congo. Le Rwanda voudrait faire la main basse sur les richesses du Congo. Que eux le disent, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais après ce constat, qu'est-ce qui est décidé? Parce que la SADC a une mission offensive. Qu'est-ce qu'on a décidé? Sur terrain, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé? On attend de la SADC un engagement un peu plus. Constater la mauvaise foi du Rwanda ne fera que nous renforcer la SADC dans sa volonté de combattre cet État. Le Rwanda, c'est en face de Goma, de Gisenyi. Donc si on veut faire quelque chose, on connaît la route, on a le moyen, faisons-le. Mais on le dit maintenant là, pourquoi? Excusez-moi, c'est vraiment une réaction d'exaspération. On est fatigué pour dire, voilà, la SADC a toujours été de notre côté, mais sur terrain, les taux se resserrent sur qui? Alors, on ne peut pas espérer à la SADC cette fois-ci. Nous espérons, mais on aimerait voir la SADC à l'œuvre. La SADC a sauvé la République démocratique du Congo de la balkanisation du temps des musées. On a beaucoup de respect. Il y a le sang de nos frères d'Afrique australe qui ont coulé ici
pour faire barrage à ces mêmes personnes qui aujourd'hui en veulent à la République démocratique du Congo, mais qui fassent la même chose à côté de nos FARDC, qui montent en puissance. C'est-à-dire que constater cela, c'est bien, mais le démontrer sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Merci Serge. Alors, coïncidence ou pas, au même moment, alors qu'on était dans la réunion de la SADC pour le déploiement de la force de la SADC, le président soudanais, qui est le président en exercice de la CAC, est à Kinshasa, alors que la coopération militaire avec la CAC, c'est une coïncidence ou il est venu, quelqu'un a dit, est-ce qu'il a oublié quelque chose? Bon, on ne saura pas le dire, c'est la diplomatie. Vraiment qu'il ne peut pas se déplacer sans raison. Il y a une raison, mais on ne saura pas épiloguer là-dedans, du fait qu'on ne connaît pas le contenu. Mais il y a une photo qui m'a un peu interpellé la fois passée. Lorsque j'ai vu les deux délégations des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Congo et Rwanda, et assis, en Angola. Mais les membres de la délégation congolaise avaient leur téléphone en train de se distraire pendant que le débat était là et le ministre en train d'écrire et ceux qui étaient aux côtés et derrière avaient les téléphones en train de se distraire. Mais de l'autre côté, vous voyez que les gens sont assis, ils sont concentrés. Moi, ça m'a énervé, je n'ai pas apprécié ça. Mais pourquoi dans des rencontres comme ça, vous devez avoir des téléphones? Toujours dans les superfétatoires, toujours dans les élémentaires. C'est pas bon. Le téléphone, ça peut être aussi un agenda. Ils sont en train d'écrire. Il y a des téléphones intelligents. C'est impoli, c'est mal élevé. Si vous utilisez ça comme un agenda, madame, ça dépend. Hein. Madame, c'est mal élevé d'utiliser son téléphone pendant qu'on assiste à une réunion. Deuxième élément. On parle aujourd'hui où le pays accepte de neutraliser les FDLR. Mais le pays ne s'est pas imposé le retrait immédiat du M23 pour équilibrer les deux actions. C'est comme qui donnait raison au Rwanda indirectement. Parce qu'il a toujours prétexté que les actions qui sont menées sur le Congo, c'est pour neutraliser les FDLR qui menacent la sécurité. Et nous acceptons que les FDLR menacent la sécurité du Rwanda. Et nous acceptons maintenant de neutraliser les FDLR. J'avais reproché à son temps le régime Kabila, qui aussi avait accepté comme ça, mais n'a pas pu. Et je ne suis pas d'accord avec cette initiative. Pascal, je regarde trop avec attention cette question de l'Est. Je me suis spécialisé parce que tous les points, en tout cas d'analyse, j'ai eu à dégager et je comprends bien la question. Mais je ne peux pas appuyer cette initiative qui consisterait à neutraliser les FDLR alors que les moyens, je ne pense pas que nous les avons. Le Rwanda, oui, mais je sais que il ne sera pas indéfiniment fort sur la RDC. Le Rwanda aussi sait ça, même Paul Kagame le sait. La RDC a joué son rôle avec Mobutu. Lui, il le fait aujourd'hui. Avec Mobutu, à son temps, Paul Kagame venait s'agenouiller pour avoir le pouvoir. Mais lui, il le fait aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de Congolais aussi vont chez Paul Kagame. Voyez-vous? Ils pensent que c'est de là qu'ils vont avoir le pouvoir. À l'époque de Kabila, nous avions eu beaucoup de gens comme ça. C'est aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui a mis un stop. Mais ça va finir. Mais je pense, ici, il faut saluer les efforts sur cette question de l'Est. Les efforts du chef de l'État, ces différentes déterminations, ces différentes déclarations, ces différents engagements, tôt ou tard, dans cette allure, on va inverser la pyramide. Soyez-en sûrs, peu importe ce qui se fait, peu importe les postures qu'il prend, il sait qu'avec l'allure, la conscientisation collective et congolaise sur la question, on va inverser la donne et nous allons reprendre notre position de force de l'Afrique centrale. La SADC va déployer, est-ce qu'il y a espoir? On peut cette fois-ci compter oui, sur parce la SADC. On ne peut pas ne pas. À partir du moment où nous sommes allés vers la SADC, ça veut dire que nous devons maintenant avoir confiance à la SADC. Mais dans la mutualisation des efforts sur le terrain, que nous allons atteindre cet objectif. Mais qu'on ne pense pas que, tout en laissant la SADC seule, que nous aurons atteindre l'objectif. Non, il faut mutualiser les efforts. La République avec nos forces armées et la SADC vient avec sa composition. Et c'est dans cette synergie que nous saurons maintenant convaincre l'ennemi. Elle ne va pas partir comme ça a été le cas avec la CAC, où oui, mais au lieu de travailler pour la RDC, après, ils sont allés, ils travaillent contre la République démocratique. Serge vous a dit que nous avons déjà une bonne expérience avec la SADC. Si, je ne crois pas qu'ils vont faire ça. Justement, madame, voilà, arrêt sur image. Bientôt, il y aura un gouvernement. Je pense que pour le membre du gouvernement, ainsi que leurs collaborateurs, il faut des hommes
disciplinés, des hommes capables d'être à la hauteur de la situation, pas des gens qui iront faire des safaris dans des réunions, jouer avec leur téléphone, parler avec je ne sais pas nommer ces genres de personnes ici, pendant qu'on traite des choses du pays. C'est un élément à mettre à l'attention, à remettre à l'attention du formateur dans le choix des animateurs des institutions. Très important. Merci Nteka, merci Pascal Ouonje, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à Marité Godot, héritier Toubilandou, Moro Nzambe, Alain Kabongo, Dieu merci Kifou, merci au coach Doudou Montiri. Madame, Messieurs, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.